fait. Mais pourquoi pour toi c'est une de tes protagonistes préférés, du coup? Non, mais alors, bon, déjà, ta question pour protagoniste préféré, Oui, t'imagines bien qu'il y en a tellement. En fait, évidemment. euh, ça me permettait en fait de faire je dirais, trois coups en même temps. Hmm, Et pas dans l'ordre d'importance. Hein. Le premier coup, je me dis, tiens, c'est l'occasion, effectivement, de dire, il y a un cinéaste, très grand cinéaste classique américain, problématique, passionnant, qui s'appelle King Vidor. oui, moi Et j'avais moi, vu j'ai La le Foule sentiment, avant et c'est tout, quoi. voilà. Et moi, j'ai le sentiment que c'est un cinéaste qui a été de l'importance de cinéastes comme Ford, Wellman, Hawks et beaucoup d'autres, et qui aujourd'hui est un peu oublié. C'est vrai. Voilà. Et pourtant, tout le monde a vu au moins un ou deux de ses films. Chacun a peut-être vu Duel au soleil, je sais pas, L'homme au colt d'or, Hmm, Le rebelle avec Gary Cooper, Ruby Gentry, Alléluia, premier film sonore avec un casting intégralement d'acteurs noirs. hmm, Notre pain quotidien, grand film de 34 sur la dépression. Le Grand Passage, film libertarien qui devait avoir une suite qui n'a jamais eu lieu, complètement fou. Que, King Vidor, c'est un immense cinéaste américain qui n'a pas fait autant de films que ses contemporains en réalité, mais hmm. c'est un cinéaste que je trouve absolument passionnant. En American Romance, par exemple, qui est un film prodigieux sur l'histoire d'un immigré polonais au début du XXe siècle du, euh, du 19e et qui va tenter de vivre le rêve américain. C'est vraiment un cinéaste finalement du rêve américain, de ce qu'il est possible de faire par rapport à la promesse de l'Amérique, du rapport qu'on a par rapport au progrès. C'est un Hmm. cinéaste de l'individu absolu. Hein, il va adapter Ayn Rand quand il fait Le Rebelle, et en même temps qui est travaillé par cette question du collectif. Bon, King Vidor, voilà, j'avais envie juste de dire à ceux qui nous écoutent, pour ceux qui connaissent pas bien, regardez King Vidor, Bien sûr. c'est capital. Hein. Hmm. Et c'est sans doute un des cinéastes, d'un point de vue, je dirais, des préoccupations, du rapport à l'Amérique, à la complexité les plus modernes hein, de son temps. Donc il Hmm. faut voir King Vidor. La deuxième chose, c'est Barbara Stanwyck, Oui. qui est mon actrice préférée de l'époque. Alors là, il faut voir tout. Barbara Stanwyck qui a commencé évidemment à l'époque presque dire du pré-code. Hein, Barbara Stanwyck qui a, qui a, qui a travaillé pendant une quarantaine d'années. Bon, c'est tout Barbara Stanwyck. Alors certains la connaissent parce qu'ils ont vu Assurance sur Sur la la mort. mort, par exemple. Bon, Hmm. elle a joué dans énormément de films. Elle a joué avec Douglas Sir dans All I Desire, par exemple, mélodrame formidable. Elle a joué dans 40 tueurs de Samuel Fuller. Enfin, immense actrice. Et puis la troisième chose, il y avait quatre raisons. La troisième chose sur laquelle je vais revenir, en fait, juste après, c'est que ça j'aime les protagonistes. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est là que ça m'intéresse quand il y a du jeu, au sens où quand je dois travailler moi-même avec un personnage. Hmm. Qu'est-ce que j'en pense est-ce qu'il est est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Est-ce que j'aurais fait comme lui ou pas? Est-ce que je comprends ses raisons ou pas? Est-ce que je suis de son côté ou pas? Quand un film travaille cette espèce de complexité, me dérange un peu là-dessus. Là, ça m'intéresse. Oui. Le protagoniste qui a raison tout du long et dont je sais qu'il a raison, ou celui qui a tort tout du long, etc., ça ne m'intéresse Oui. pas du tout. La vie, parce que la vie, c'est pas ça. Le La protagoniste vie, gentil, l'antagoniste méchant. Bon. je m'en fous. Oui. Ça m'intéresse pas. Alors je peux comprendre ça chez Hitchcock pour d'autres raisons qui sont des raisons, je dirais presque dramaturgiques et dramatiques, à savoir plus réussi et le méchant, très très bien. Mais même lui, Oui. il a ses raisons. Hein. Même James Mason dans La mort aux trousses, il a ses raisons. Mais en fait, j'aime les protagonistes qui sont dans le gris et qui se débattent en fait avec des impulsions, des tropismes contradictoires, Hmm. paradoxaux. Et parce que je pense que c'est là qu'est toujours la grande vérité. C'est pour ça que j'aime évidemment certains les films de Ford tardifs, que j'aime Friedkin, que Oui. je peux aimer Brian De Palma, que j'aime Sam Peckinpah, Mann, Melville. Il y a beaucoup de cinéastes comme ça qui vont au cœur d'une contradiction. S'il n'y a pas contradiction, pour moi, il n'y a pas vraiment de personnage. Il y a des archétypes, il y a des silhouettes, il y a des clichés. Voilà, il n'y a pas de personnage. Oui. Et je pense que on pourrait citer, je t'avais cité, tu vois, Bobby Duppy, le personnage que joue Jack Nicholson dans Five Easy Pieces Oui. de Barbara Felson, qui est un des archétypes de ça, personnage Jack tiraillé, Nicholson a été beaucoup voilà. cet archétype-là Bien également. sûr. Mais il a lui-même tiraillé entre deux cultures, deux classes sociales, voilà, et il n'arrive pas à trancher. Et Hmm. c'est un Five Pièces Facile, c'est un film sur la façon dont à la fin, en fait,
il a comme disait l'autre, hein, il a deux foyers, donc il n'en a plus. Je crois que c'est dans un film de Robert, hein, qui a deux maisons, n'a plus, perd sa maison, on n'a plus, perd sa raison. Et le personnage de Bobby Duppy, donc joué par Jack Nicholson dans Five Easy Pieces, qui est un film qui date de 70, un film absolument prodigieux, et a vraiment un personnage qui n'arrive pas à résoudre la contradiction entre son appartenance à deux milieux totalement opposés et qui à la fin n'a qu'une seule solution, c'est la pure ligne de fuite. Donc film prodigieux. Et l'autre personnage qui appartient à toute cette constellation, on pourrait dire, c'est Stella Dallas. Donc ce personnage, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, j'espère qu'il n'y en a pas, mais bon. Il y en a certains qui ont rattrapé, qui l'ont vu, évidemment. Non, et donc c'est un personnage qui est plutôt qui vient d'un milieu prolétaire, roturier, et qui n'a qu'une envie, donc joué par Barbara Stanwyck, c'est de s'élever sur l'échelle sociale. Tu nous écris à Nora, là, actuellement. Non, mais l'autre raison pour laquelle j'avais finalement choisi ce film par rapport à une forme de cohérence du bingo, c'est que ça me faisait rigoler d'entendre parler d'Anora, de la lutte des classes, etc., quand on compare un film comme Stella Dallas. C'est-à-dire que Stella Dallas est la réponse terminale et définitive, évidemment, à l'échec d'Anora. J'ai recherché un petit peu, d'ailleurs, j'ai pas vu Sean Baker évoquer Stella Dallas précédemment. Oui, non, mais cela dit, des films sur la question de la lutte des classes, d'un personnage qui tente de s'extraire de sa classe pour monter sur l'échelle sociale, évidemment. Il y en a des dizaines. Mais là, il se trouve il me semblait qu'il y a suffisamment de points de comparaison, ou en tout cas d'ambition similaire entre Anora pour Stella Dallas, pour aller voir Stella Dallas et voir ce que c'est que la version aussi d'Anora. C'est ça. Je trouvais que c'était aussi une bonne manière de revenir sur le cas Anora. Là, Stella Dallas, c'est tout, évidemment, c'est le contre-champ d'Anora. Film, et pourquoi c'est un des protagonistes que je trouve sublime. Bon, cette histoire de cette femme qui veut s'élever sur l'échelle sociale, elle arrive à séduire un homme, un bourgeois, pour faire court, hein, un homme absolument adorable, qui n'est pas un bourgeois, c'est pas les méchants russes grotesques et caricaturaux d'Anora. C'est un type qui a ses raisons, il est très sympathique, très élevé, mais il vient de sa classe. Il a les manières, il a la culture de sa classe sociale, comme elle a les manières et les cultures de sa classe sociale à elle. Et en fait, les deux ont raison, mais ils vont pas s'entendre. Il va lui faire un enfant, et arrive le vrai sujet à ce moment-là de Stella Dallas, qui est que cette femme va devenir mère. Donc déjà, on est en 37, à un moment où le patriarcat règne à fond les ballons, et qu'une fois qu'une femme devient mère, elle n'a plus le droit d'être femme en même temps. Et il y a une séquence absolument géniale où elle vient d'accoucher, son mari lui dit très gentiment, et de son point de vue, on le comprend, il dit mais tu devrais te reposer, tu viens d'accoucher, t'es fatigué, ne viens pas au bal, t'es pas en forme. Elle dit ben non, moi j'ai envie de m'amuser. Autrement dit, c'est pas parce que je suis une mère que je suis plus une femme maintenant. Et elle y va. Et le film est extrêmement subtil sur toutes ces choses-là, et notamment sur cette question de comment est-ce qu'on arrive à s'émanciper, première chose, par rapport à une société, on est en 37, qui est totalement patriarcale, dans le sens où il a assigné une place précise à une femme. Hein, non pas qu'il la maltraite, c'est pas ça la question. C'est qu'en 37, la femme, elle fait ça. Elle a différents moments. Elle ne doit pas côtoyer certaines personnes. Une fois qu'elle est mère, elle s'occupe de ses enfants. Elle ne travaille pas forcément. En fait, c'est la femme à la place que lui a octroyée, prévue, organisée. Elle ne vit que grâce à sa fille, quoi, quelque part. Voilà. Et quand la fille va arriver, c'est là que c'est le début d'un grain de sable. D'un point de vue psychanalytique, ce qui est jamais très intéressant comme approche dans les films, mais on comprend qu'elle va tenter, parce que plus le film avance, moins elle arrive, non pas à s'élever sur l'échelle sociale, mais à se fondre dans cette nouvelle classe sociale-là. Elle sera toujours rejetée par l'autre classe, même si elle porte des bijoux chers, même si elle met des tenues qui coûtent extrêmement cher, même en habitant un appartement luxueux. Il y a quelque chose de sa classe d'origine qui la poursuit. Ce qui est d'ailleurs qui pose question d'ailleurs, hein, c'est un film qui peut susciter des débats, il y aura un livre à faire d'ailleurs sur Stella Dallas, mais elle va voir à un moment donné dans sa fille, et pour ceux qui ont vu Mirage de la vie de Douglas Sirk, c'est pas inintéressant de comparer, moi je pense que quand Sirk fait Mirage de la vie, Imitation of Life en 58, il a vu évidemment Stella Dallas, et quand cette femme va avoir une fille, elle va se dire finalement, ce que moi j'ai pas réussi, on pourrait presque dire par effet de transposition, je vais tenter que ma fille le réussisse. Moi, je n'ai pas réussi à m'élever à être accepté par l'autre classe sociale, à rentrer dans la bourgeoisie. Elle est moquée,
elle est humiliée, mais de façon, le pire, c'est même pas méchant. C'est ça qui est terrible dans le film. C'est qu'elle n'a pas sa place, elle n'arrive pas à la trouver, etc. Et donc, elle se dit, oui, mais ma fille, comme elle a moitié du sang bourgeois, c'est terrible à dire, hein, Oui. et moitié du sang prolo, elle, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, c'est le lent sacrifice de cette femme pour sa fille jusqu'à son effacement. Donc, à la fin, elle va décider de disparaître en tant que mère, pas en tant que femme, hein, mais Oui. en tant que mère, pour que sa fille ait une chance qu'elle n'a jamais pu avoir, à savoir vivre et intégrer la haute société. La fin du film, c'est une des plus belles fins de l'histoire du cinéma américain. Et pourquoi je parle de cette fin? Bon, tant pis pour ceux qui l'ont pas vu. Hein. Oui. Sa fille va réussir